Chaque matin, bien avant que le vieux port de Marseille ne se réveille vraiment, avant que les touristes ne s'installent sur les terrasses ou que les volets ne claquent sous le vent salé, je le voyais déjà là, debout, devant son étal, les mains plongées dans la glace, les manches retroussées sur des avant-bras burinés par le travail et le temps, ses gestes précis et silencieux orchestrant une chorégraphie que seul un homme enraciné dans le lieu pouvait exécuter avec une telle maîtrise. Henri. Je connaissais son prénom bien avant qu'il ne prononce le mien, et pourtant il m'appelait toujours mademoiselle, avec un respect étrange, teinté d'ironie tendre et d'un soupçon d'une distance que je ne parvenais pas à définir. Il était mon voisin depuis 2 mois à peine, depuis que j'avais emménagé dans ce petit studio au-dessus de l'ancienne poissonnerie, un endroit modeste et lumineux, avec vue sur les voiles blanches du port, et, chaque matin, sur le dos large de cet homme de 70 ans qui semblait taillé dans l'écume elle-même. Je le croisais souvent dans les escaliers, toujours tôt, toujours avec cette même odeur iodée qui lui collait à la peau comme une seconde nature. Il ne disait pas grand-chose, juste un regard, une inclinaison du menton, et cette voix rauque, grave, qui vous traversait l'épiderme quand il prononçait un simple « bonjour ». Et moi, je répondais, chaque fois un peu plus troublée, un peu plus consciente du silence qui suivait, de la lenteur avec laquelle il refermait la porte de son local en bas, ou de la manière presque imperceptible qu'il avait de me suivre des yeux quand je montais les marches, les bras chargés de croissants ou de carnets. Ce matin-là, il m'avait attendu. Je ne sais pas pourquoi je l'ai su dès que je suis descendue, peut-être à cause de la façon dont il s'était tenu immobile à côté de son banc, le tablier noué sur sa chemise bleu pâle, ses yeux plissés vers moi sous la casquette, comme si quelque chose de non formulé l'empêchait de commencer sa journée. « Vous aimez les rougets ?» m'avait-il demandé sans transition, et sa voix, plus lente que d'habitude, avait quelque chose de presque intime, de presque doux. J'avais haussé les épaules, souri. Je ne les cuisine pas très bien. Il avait hoché la tête, puis s'était penché lentement, les mains dans la glace, en sortant 2 petits poissons qu'il avait déposés sur le marbre avec une délicatesse presque choquante. « Venez après la fermeture, je vous montrerai. » Je n'avais pas su quoi répondre. Le marché était un vacarme de voix, de caisses, de sacs plastiques, d'odeurs de sel et de citron. Mais à cet instant précis, il n'y avait que sa voix à lui, son regard à lui, et le son sourd de mon propre cœur battant contre ma poitrine. Et j'y suis allée. À 16 heures, le marché s'était vidé, lavé, rangé. Le béton était encore humide et le ciel s'était teinté d'ocre. J'étais descendue sans bruit, le cœur dans la gorge, une chemise légère sur les épaules, les mains moites d'un trac que je ne comprenais pas bien. Henri m'attendait devant la porte entr'ouverte, une serviette sur l'épaule, le regard plus doux que je ne l'avais jamais vu. Il me fit signe d'entrer. L'intérieur du local était sombre, frais, propre. Une table en bois occupait le fond, près d'un évier en inox où il rinçait quelques herbes. Il ne parla pas, il ne se précipita pas. Il m'invita à m'asseoir sur un vieux tabouret en osier, me servit un verre d'eau citronnée, puis reprit calmement ses gestes, comme s'il avait répété cette scène 1000 fois, comme s'il connaissait chaque seconde à venir. Je l'observais. Je le regardais couper, assaisonner, laver ses mains longues et veineuses, et plus je l'observais, plus je sentais en moi une chaleur sourde, lente, se diffuser, monter, s'installer, comme une marée douce mais irrésistible. Il se tourna vers moi soudainement, son visage éclairé par la lumière basse de la fin d'après-midi. Vous me regardez comme si vous cherchiez quelque chose. Sa voix ne m'accusait pas. Elle me frôlait. J'ai soutenu son regard. J'ai senti mes joues rougir. Et au lieu de nier, j'ai simplement dit « peut-être ». Alors il s'est approché. Lentement, il a retiré la serviette de son épaule, l'a posée sur le rebord de l'évier, puis a tendu la main. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de mon visage. Il ne me touchait pas, il attendait. Et moi, sans un mot, j'ai fermé les yeux. Son doigt a frôlé ma joue, juste ça. Un contact à peine perceptible. Mais dans ce geste, dans ce presque rien, j'ai senti tout ce qu'il ne disait pas, tout ce qu'il avait contenu, toute la retenue patiente, toute l'émotion suspendue. Il n'y a pas eu de baiser, pas encore, mais le frôlement de ce doigt, cette lenteur, cette tension invisible dans l'air, c'était déjà une bascule, un basculement doux, profond, irrémédiable. Il n'avait pas retiré sa main,
pas complètement, elle était restée en suspens entre nous comme une parenthèse dans l'air, ni tout à fait geste, ni tout à fait absence, comme un mot tu à la dernière syllabe, et ce silence contenu entre sa peau et la mienne portait plus de sens que tous les dialogues que nous aurions pu échanger dans ce petit local, aux murs carrelés, encore imprégné de l'odeur du sel, du citron, de l'iode, et maintenant de quelque chose d'autre, plus chaud, plus trouble, un parfum naissant de tension qu'aucun parfum de poisson ne parvenait plus à masquer. Je n'avais pas reculé, je n'avais pas bougé non plus. Je l'avais regardé, là, debout, à moins d'1 mètre, son visage marqué par les années, mais habité d'une lumière inédite, cette douceur dans les yeux qu'on ne voit que chez ceux qui ont attendu longtemps, trop longtemps peut-être, sans plus vraiment espérer, et à qui l'on offre soudain, sans prévenir, la possibilité de ressentir à nouveau, avec toute la violence tranquille que cela implique. Il recula enfin, à peine, juste assez pour que ma peau sente le froid revenir, là où la sienne venait de s'attarder, et dans ce minuscule retrait, je perçus une pudeur ancienne, une discipline de marin forgée par les marées et les départs, par ces années, passées à taire les élans au profit des gestes utiles, des silences solides, et je compris que ce qui venait de se passer pour lui n'avait rien d'anodin, qu'il avait dû se battre longtemps contre le simple fait de lever la main vers mon visage, et qu'il avait perdu. Il retourna à son plan de travail, prit un linge, essuya ses mains sans me regarder, ses gestes redevenus mécaniques mais plus lents, moins assurés, comme si quelque chose en lui, une ligne de flottaison invisible, venait tout juste de céder sous la pression accumulée. J'ai pensé que vous ne viendriez pas. Sa voix brisa l'air avec une douceur feutrée, sans reproche, mais elle portait en elle le poids d'une attente qu'il n'avait pas osé formuler, une fragilité cachée sous l'épaisseur de sa carrure. Et ce murmure, dit sans me regarder, me toucha plus que s'il avait crié. Je me suis levé sans réfléchir, attiré vers lui non par un élan physique, mais par quelque chose de plus profond, une impulsion calme qui me poussait à effacer cette distance nouvelle qu'il venait de rétablir, cette distance qu'il croyait encore nécessaire, peut-être pour me protéger, peut-être pour se protéger lui-même. Je suis venu me placer à côté de lui, si près que mon bras frôlait le sien, mais je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé nos 2 souffles se mêler à nouveau dans l'espace étroit entre la planche à découper et le bord du plan de travail. J'ai laissé le silence faire son œuvre, nous recouvrir comme une nappe tiède et lente. Puis, à voix basse, j'ai hésité. Il a tourné légèrement la tête, juste assez pour que je voie dans ses yeux un mélange de douleur contenue et de soulagement profond, et son regard a glissé sur moi, sans insistance, mais avec une gravité muette, comme s'il cherchait à comprendre jusqu'où j'étais prête à aller, comme s'il me donnait encore une chance de me retirer, de refermer la porte sur ce qui commençait à s'ouvrir entre nous. Mais je n'ai pas reculé, je suis restée là. Alors il a repris ses gestes, mais différemment cette fois, avec une lenteur qui n'avait plus rien d'habituel, comme si chaque mouvement était une façon de rester dans l'instant, de ne pas précipiter les choses, d'accueillir le trouble sans le briser. Il m'a tendu une planche, un couteau, un citron, et m'a demandé de l'aider à préparer les rougets. Ce n'était pas une diversion, c'était un pont, un moyen de faire ensemble sans parler trop, de mêler nos gestes, nos odeurs, nos rythmes, sans que cela paraisse artificiel. Nous avons lavé, rincé, épongé, découpé. Ses mains guidaient parfois les miennes, se posant sur les miennes avec une chaleur tranquille, une fermeté douce, et chaque fois qu'il me touchait, je sentais un frisson partir du creux de ma paume pour remonter lentement le long de mon bras, se loger dans ma gorge, y créer une tension chaude et muette que je ne parvenais plus à cacher. L'air autour de nous devenait de plus en plus dense, comme chargé d'électricité ancienne, de souvenirs que nous n'avions pas vécus ensemble, mais que nos corps semblèrent se raconter en silence, comme 2 exilés partageant la même langue oubliée. Puis, sans prévenir, il me prit le couteau des mains, le posa avec soin et se tourna entièrement vers moi. Il n'avait pas besoin de mots. Je l'ai su dans son regard, dans la manière dont il pencha légèrement la tête, dont ses yeux s'attardèrent sur mes lèvres, puis sur mon cou, puis revinrent se noyer dans les miens, avec cette lenteur de celui qui n'a plus le luxe de la précipitation, mais qui connaît la valeur exacte de chaque seconde vécue pleinement. Sa main se leva de nouveau,
plus assurée cette fois. Elle vint se poser sur ma hanche, doucement, sans rien imposer, juste là, comme un point d'ancrage, un lien tangible à ce moment, et moi, dans un souffle que je ne reconnus pas tout de suite comme le mien, je posai la mienne sur sa poitrine, juste là, au centre, là où je sentais battre, plus vite que je l'aurais cru, le cœur d'un homme que je pensais pourtant imperméable à la peur. Il approche son visage du mien, pas comme on cherche un baiser, mais comme on cherche un refuge, et quand ses lèvres effleurèrent les miennes, ce ne fut pas un baiser, ce fut un aveu, un passage, un point de bascule si lent, si tremblant, si profond, que j'en eus le vertige. Nous restâmes ainsi, longtemps, front contre front, souffle contre souffle, et dans cette proximité d'avant la chute, d'avant le vertige, je compris que nous avions quitté la rive, et que plus rien ne serait jamais tout à fait comme avant. Il y avait dans ce silence qui avait suivi leur baiser une densité presque palpable, comme si l'air autour d'eux s'était chargé d'une matière nouvelle, d'une gravité douce mais irréversible, et ce silence, loin de marquer un retour à la distance, devenait au contraire un espace sacré où leur souffle, encore mêlé, flottait comme les dernières volutes d'un feu qu'on ne voulait surtout pas éteindre trop vite. Le front de Julien restait contre celui d'Henri, leurs paupières closes dans un abandon parfait, un équilibre précaire, où aucun mot ne pouvait entrer sans risquer de faire effondrer l'édifice fragile qu'ils construisaient à tâtons, pierre après pierre, frisson après frisson, dans cette arrière-boutique froide d'un marché aux poissons endormi sous la ville. Henri ne bougeait pas. Ses doigts restés sur ma hanche ne cherchaient ni à presser ni à fuir. Ils reposaient simplement là, comme s'ils avaient enfin trouvé un endroit où exister sans effort, sans tension, et ce simple contact suffisait à m'ancrer dans le réel, à me faire comprendre que ce que nous venions de vivre, ce baiser suspendu, n'était pas un élan isolé, un moment volé à l'ennui ou à la solitude, mais bien l'aboutissement lent d'un lien invisible tissé depuis des semaines, dans les regards matinaux, dans les mots retenus sur le seuil, dans les silences partagés dans l'escalier. Je sentais sa respiration chaude contre mon visage, légèrement haletante, chargée encore d'émotions contenues, et je me rendais compte dans cette proximité extrême à quel point cet homme que j'avais d'abord observé de loin, à qui j'avais prêté des âges et des histoires sans les connaître, était vivant, vibrant, traversé de tension et de pudeur, de désirs profonds et de retenue fébrile, comme un port trop longtemps déserté qui accueille à nouveau, sans vraiment savoir s'il en a encore le droit. J'ouvris les yeux la première, lentement, et ce que je vis dans les siens, lorsqu'il osa à son tour me regarder, me bouleversa d'une manière que je n'aurais pas pu expliquer. Il n'y avait pas là de conquête, pas de satisfaction, pas d'arrogance, mais une forme de stupeur humble, presque douloureuse, comme si le simple fait que je sois resté, que je sois là encore, tout près, après le baiser, dépassait pour lui le cadre du probable, du possible, du raisonnable. Il recula légèrement, sans rompre le contact, mais juste assez pour respirer à nouveau. Ses mains glissèrent doucement jusqu'à mes avant-bras, qu'il caressa du bout des doigts, comme pour me dire qu'il mesurait chaque geste, chaque millimètre d'espace entre nous, et que rien, dans ce qui allait suivre, ne se ferait sans mon accord explicite, sans mon regard, sans ce consentement silencieux que nous tissions l'un dans l'autre à chaque nouvelle respiration partagée. Puis, dans un murmure qui semblait venu de très loin, presque étranglé par l'émotion, « Tu n'as pas idée de ce que ça me fait, tout ça. » Je n'ai pas répondu tout de suite, incapable de rompre cette bulle fragile, mais je glissai doucement mes doigts entre les siens. Nos paumes se rejoignirent avec une lenteur exaspérante, brûlante, et ce geste simple, infiniment intime, me fit frémir des épaules jusqu'aux hanches, comme si je venais de mettre à nu quelque chose d'essentiel et de secret en moi. Alors il m'attira vers l'arrière du local, un pas à la fois, dans une alcôve où étaient entreposées des cagettes vides, des bâches roulées, un vieux banc en bois trop étroit pour deux mais suffisamment long pour qu'on puisse s'y asseoir côte à côte sans avoir à parler, sans avoir à se regarder, pour savoir que l'on vivait quelque chose qui allait nous déborder. Nous nous sommes assis, lui, le dos contre le mur carrelé,
les jambes écartées dans un relâchement un peu raide, les mains posées sur ses cuisses, comme pour se rappeler qu'il fallait encore garder un peu de maîtrise, moi contre lui, le flanc effleurant le sien, et le bras de son côté gauche qui vint timidement glisser derrière mon dos, si reposé, si tendre. Il n'avait rien d'un homme qui prend, rien d'un homme pressé. Chaque geste venait avec une lenteur quasi cérémoniale, comme s'il voulait inscrire dans la durée chacun de ses frôlements, comme s'il savait qu'ils auraient le goût de la première fois, mais peut-être aussi celui de l'unique fois, et cette conscience aiguë du moment rendait tout plus dense, plus chargé, plus irréversible. Je sentais sa main remonter lentement, frôlant mon flanc sous ma chemise trop fine pour dissimuler le feu qui naissait dans ma peau, et ses doigts s'arrêtèrent juste sous mon aisselle, là où la peau est plus chaude, plus tendre, plus fragile, et il laissa sa paume là, posée comme un aveu, comme une prière. Je me tournai vers lui, mon visage à quelques centimètres du sien, et je vis que ses yeux s'étaient embués, non pas de tristesse, mais de cette émotion rare et nue qui saisit parfois les hommes lorsqu'ils comprennent que quelque chose d'impossible vient de devenir réel, que le corps contre lequel ils tremblent est bien là, qu'il ne s'agit pas d'un souvenir, ni d'un rêve, ni d'un regret, mais d'une présence vibrante, chaude, vivante, offerte. J'ai approché mes lèvres, pas pour l'embrasser tout de suite, mais pour respirer son souffle, pour boire l'air entre nous, pour prolonger cette seconde entre deux mondes où tout vacille sans encore tomber. Et lui, dans un soupir à peine audible, a murmuré « Ne t'arrête pas maintenant ». Alors je l'ai embrassé, longuement, lentement, profondément. Ce n'était plus une esquisse, plus une question, c'était une réponse. Nos corps se cherchaient à tâtons, maladroits parfois, mais chargés d'une tendresse qu'aucune jeunesse n'aurait su inventer, une tendresse patiente, rugueuse parfois, mais tellement vraie, tellement ancrée. Ses mains, à mesure qu'elles exploraient le chemin de mon dos, devenaient plus sûres, moins hésitantes, et les miennes, glissées sous sa chemise à carreaux, sentaient les lignes du temps, les traces de la mer, les sillons du travail, et j'aimais tout cela avec une intensité déconcertante. Dans ce local humide, entre les caisses vides et l'odeur de la mer, nos corps s'enlaçaient dans une danse lente, silencieuse, irréversible. Nous n'avions plus d'âge, plus de rôle, plus de peur, seulement la brûlure lente d'un désir mûri, lentement cultivé dans le silence des jours, des gestes retenus, des matins de voisinage devenus promesses. Et dans cette étreinte, dans ce baiser qui n'en finissait plus de dire tout ce que nous avions eu, nous franchîmes enfin cette ligne que nous avions si longtemps redoutée. Et il n'y eut pas de retour. Le monde semblait s'être retiré à la lisière de ce local exigu, comme s'il avait compris qu'il n'avait plus sa place ici, que l'instant réclamait l'exclusivité absolue de notre attention, de nos sens, de notre souffle, et dans ce repli du réel, où les voix du dehors s'étaient éteintes, où même le clapotis du port semblait s'être éloigné, il ne restait plus que le froissement lent de nos gestes, le rythme assourdi de nos cœurs qui s'accordaient, et cette chaleur nouvelle, qui ne venait pas des murs, ni de la lampe suspendue, mais bien de la lente montée en moi d'un abandon qu'aucune pensée, aucune prudence ne pouvait plus freiner. Henri me tenait contre lui avec une force douce, une force issue d'un corps qui avait travaillé, peiné, résisté aux années et aux saisons, mais qui s'offrait maintenant dans toute sa fragilité contenue, dans cette pudeur virile et bouleversante que seuls les hommes qui ont aimé peu, mais profondément savent révéler. Il n'avait pas besoin de précipitation pour exprimer son désir, tout en lui, dans le moindre frisson, dans la tension de sa nuque, dans les infimes mouvements de ses paumes contre mes omoplates, parler d'un feu qui ne demandait plus qu'à se déployer lentement, profondément, sans bruit, mais avec cette intensité tranquille qui vous consume par vagues successives. Je sentais mes jambes s'alourdir autour de lui, mes bras l'encerclaient d'eux-mêmes, comme s'ils avaient toujours su trouver cette place, comme si mon corps avait attendu depuis toujours de se lever contre cette chaleur ancienne, cette odeur de mer et de sel mêlée à celle du tabac froid et des souvenirs, et chaque battement contre sa poitrine m'enfonçait un peu plus dans cette évidence, dans cette reconnaissance qui n'avait pas besoin de mots, parce qu'elle passait par la chair, par la peau, par cette mémoire secrète du corps que nous partageons sans le savoir. Je déposai mes lèvres sur sa tempe, lentement, puis sur le creux de sa mâchoire,
sur le sillon fragile entre son oreille et son cou, et chaque baiser, chaque pression douce et retenue de ma bouche déclenchait en lui un soupir presque inaudible, comme si son corps tout entier apprenait à recevoir sans se défendre, à accueillir sans se raidir, et ce relâchement progressif de ses résistances me bouleversait d'une manière nouvelle, d'une manière dont aucun autre homme ne m'avait bouleversé, car il n'y avait là ni conquête ni rôle à tenir, mais une vérité partagée, un frisson offert sans parade. Ses mains s'étaient aventurées sous ma chemise avec une lenteur presque déconcertante, comme si elles s'étonnaient encore d'avoir le droit d'explorer, et ce respect brûlant, cette manière de frôler avant de caresser, d'hésiter avant d'oser, rendait chaque contact d'une puissance inédite, d'une sensualité si pleine, si dense, qu'il suffisait d'un effleurement pour que je me sente vaciller, m'ouvrir en silence sous ses doigts, qui semblaient se souvenir de tout ce que la vie avait tenté de leur faire oublier. Il me regardait à présent, son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux humides mais clairs, profondément présents, et dans cette intensité-là, il n'y avait ni peur ni honte, seulement la gravité de celui qui mesure la beauté du moment et qui, sans rien vouloir posséder, souhaite simplement l'habiter, totalement, pleinement, comme on entre dans une pièce qu'on croyait condamnée depuis toujours, et où soudain la lumière revient. « Tu peux partir quand tu veux » murmura-t-il, sa voix tremblante, presque cassée, mais droite, digne, et cette phrase simple et nue me serra la poitrine avec une force inattendue, car elle disait tout, la peur de me brusquer, le respect qu'il me portait, la conscience aiguë qu'il n'était pas là pour prendre mais pour offrir. Je ne répondis pas par des mots, mais en me penchant vers lui, en posant mes lèvres sur les siennes avec une lenteur infinie, en prolongeant le baiser jusqu'à ce que sa respiration se mêle à la mienne, jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler et commencent à me tenir avec cette fermeté tranquille, celle d'un homme qui a reçu l'autorisation de sentir, d'éprouver, d'aimer encore malgré le temps, malgré les peaux froissées et les rides profondes. Nous nous sommes redressés ensemble, ses bras autour de ma taille, mon visage enfoui dans son épaule, et dans cet entrelacement, il n'y avait ni domination, ni soumission, mais un équilibre d'une douceur radicale, une suspension parfaite où chaque geste devenait un pacte, un engagement silencieux de ne rien précipiter, de ne rien heurter, de goûter chaque seconde comme si elle était la dernière. Je fis glisser mes mains le long de son torse, caressant le tissu rêche de sa chemise entr'ouverte, découvrant peu à peu la chaleur de sa peau, la rugosité de ses muscles encore solides, et mes doigts s'attardèrent sur les marques du temps, sur ses creux et ses bosses, que d'autres auraient peut-être ignorés, mais que moi je voulais embrasser, parce qu'ils étaient à lui, parce qu'ils racontaient sa vie, parce qu'ils me rendaient plus proche de lui que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Il me fit asseoir sur la table de découpe, sans brutalité, sans urgence, juste avec cette assurance d'homme qui connaît les limites du corps, qui sait comment soulever sans forcer, comment poser sans casser, et je le laissai faire, complètement, m'offrant à lui avec cette confiance rare qu'on ne donne qu'une fois, qu'à une seule personne, et mes jambes vinrent entourer sa taille, dans un geste fluide, profond, ancré. Nos fronts se touchèrent. Nos yeux ne se quittèrent plus, et il posa ses mains de chaque côté de mon visage, le tenant comme un bien précieux, comme une lumière fragile, et je sentis dans ses paumes tout ce qu'il ne me dirait jamais, les jours seuls, les réveils dans le froid, les longues absences, les femmes passées, les regrets, et surtout cette fêlure tendre qu'il cachait sous son silence quotidien. « C'est fou, dit-il dans un souffle, tout est si lent, si fort. » Et moi, la gorge serrée, les yeux pleins de sel, je murmurai simplement « Ne t'arrête pas ». Alors il m'embrassa encore, plus longuement, plus lentement, un baiser de feu contenu, un baiser qui disait non pas seulement le désir, mais la gratitude, l'émerveillement, le soulagement d'avoir trouvé une peau qui répondait, une bouche qui voulait, un cœur qui disait oui au moment. Et dans cette nuit de Marseille, dans ce marché abandonné, dans ce local froid aux murs humides, deux êtres hors du temps s'étaient trouvés dans la chaleur d'un baiser. Et ce baiser, nous le savions déjà, venait de franchir une ligne que rien ne pourrait effacer,